Attention, cette vidéo contient énormément de prononciations catastrophiques de termes japonais, donc toutes mes excuses à l'avance. Il y a quelques mois de ça, on avait vu en détail le fonctionnement du monde de Naruto, et pour ce deuxième épisode, il était nécessaire de s'attarder sur un manga proposant un univers tout aussi riche, c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de Hunter x Hunter. D'ailleurs, petit point très rapide pour éviter certains commentaires, oui, je sais que normalement ça se prononce Hunter Hunter, mais comme on dit, les mauvaises habitudes ont la vie dure, et d'un autre côté, j'ai jamais entendu personne dire High School Didi, alors que pourtant c'est le même principe. C'est pourquoi, sur cette vidéo, ce sera Hunter x Hunter. Bref, à part tes fêtes, l'élaboration de cette vidéo s'est dévoilée plus complexe que prévu, et ça pour deux raisons. Déjà, Hunter x Hunter c'est pas fini, et soyons honnêtes, ça le sera sûrement jamais. Ce qui fait que nombreuses sont les informations incomplètes, voire manquantes, et c'est de ça que découle le deuxième problème. Bien que la série soit extrêmement populaire en France, c'est en réalité principalement dû à l'adaptation en animé de 2011. Le souci, c'est que cette adaptation en question ne prend pas en compte tout le manga, alors que la série s'arrête à l'épisode 148, ce qui correspond à la fin du 32e tome, le manga, lui, est actuellement en plein dans son 37e tome. Bon, techniquement, ça fait au moins 2 ans qu'on est en plein dans le tome 37, mais on s'en fout, on n'est plus à ça près. Le truc, c'est que dans toute cette partie-là que je vous évoque depuis tout à l'heure, il y a genre vraiment beaucoup d'informations qui sont données sur le monde d'Hunter x Hunter. Après, je sais ce que vous allez me dire. Ok, c'est bien, mais on sait déjà tout ça, alors arrête de raconter ta vie et passe à la vidéo. Bon, déjà calmez-vous, hein, mettez un petit pouce bleu à ces vidéos et surtout abonnez-vous parce que on est bientôt 200 000. Pourquoi je dis que c'est un problème? C'est simplement car je sais que beaucoup d'entre vous ont uniquement vu Hunter x Hunter en animé et ne savent donc pas ce qui se passe après. Même si je sais qu'en disant ça, je vais avoir le droit à beaucoup de commentaires qui vont dire non, c'est pas vrai, moi j'ai tout lu. Non, mais ça sert à rien de jouer avec moi, je vous connais par cœur. Surtout que cette affirmation-là, je la sors pas de mon cul, hein. Je vous ai simplement posé la question sur Twitter et il est ressorti que 60% d'entre vous avaient vu Hunter x Hunter uniquement en animé. Bref, pourquoi je tourne autour du pot depuis tout à l'heure? Simplement car cette situation a amené à la problématique suivante. Comment expliquer le fonctionnement du monde d'Hunter x Hunter en donnant tous les détails possibles pour faire plaisir à ceux étant à jour dans l'œuvre sans spoiler ceux ayant uniquement vu l'animé? Du coup, je pense que vous commencez à comprendre à quel point ça peut être chiant. Donc, pour pallier ça, j'ai simplement compartimenté la vidéo. Si vous avez vu l'épisode sur les secrets du monde de Naruto et que vous vous en souvenez bien, la vidéo était divisée en 3 parties, et bien, ça sera à peu près le même schéma ici. En premier, on verra la géographie, en deuxième, l'organisation, pour terminer avec les innovations que propose l'œuvre. Ah non, c'est un peu une partie fourre-tout, j'ai placé tout ce qui me faisait plaisir. Bref, pour enfin en terminer avec cette intro qui dure 3 heures, bordel, chacune de ces 4 parties seront divisées en 2 sous-parties. La première où on verra toutes les infos qui sont données durant l'animé, et la deuxième qui correspondra au restant du manga. En gros, pour ceux ayant uniquement vu l'animé, ce sera un peu la zone spoiler. Et bien évidemment, je vous indiquerai à chaque fois avec des timers où vous rendre pour esquiver les spoils. Bon, on en a enfin terminé pour les détails, passons au sujet principal de la vidéo. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit si la vidéo n'était pas sponsorisée par Rhino Shield. Voilà, donc ça c'est mon petit cadeau pour ceux qui disent que les intros sont trop longues. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est pas pour rien, ils viennent tout juste de sortir une collection spéciale Hunter x Hunter. Alors, vous connaissez tous les coques Rhino Shield et surtout à quel point elles sont résistantes, mais l'intérêt c'est de pouvoir y afficher vos personnages préférés, à l'image de Gon ou encore d'Hisoka. Il y en a clairement pour tous les goûts, donc je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil au site, d'autant plus qu'avec mon code Aniki, vous avez le droit à moins 10% pendant une semaine. Voilà, ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. À savoir que c'est pas la seule collection manga qu'ils proposent, on retrouve aussi celle sur Naruto Shippuden avec les meilleurs designs tirés de l'animé, hein, clairement un gros coup de cœur pour la coque Akatsuki. Bien évidemment, ça s'adapte à tout type de téléphone, mais aussi aux AirPods, ce qui va vous permettre d'afficher votre amour pour la Japanimation de la plus belle des manières. Plus sérieusement, je pense que Rhino Shield a plus rien à prouver au niveau de ses coques, hein, mais le fait qu'il propose des collections spéciales en rapport avec des animés, que ce soit Hunter x Hunter ou Naruto, c'est une initiative géniale qui prouve à quel point la Japanimation est prise de plus en plus au sérieux en France, donc c'est un vrai régal et faut absolument soutenir ça. Et ça se passe avec mon code Aniki qui, je vous le rappelle, vous offre moins 10% pendant une semaine. Alors profitez-en vite. Une chose importante à comprendre, c'est la manière de travailler de Yoshiro Togashi. Ses œuvres sont énormément inspirées du monde extérieur. Si on ouvre une carte représentant le monde d'Hunter x Hunter, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est clairement sa ressemblance avec le nôtre, hein, puisqu'on y remarque directement l'Afrique ou encore l'Amérique du Sud. Ainsi, c'est pourquoi on retrouve également 6 continents, parmi lesquels on compte près de 250 pays, dont certains possédant des cultures, des langages ou encore des ethnies différentes. Bon, après, vous en doutez, on connaît pas le nom de tous les pays, parce que sinon ça serait un sacré bordel. D'ailleurs, pour ce qui est des continents, on n'en connaît que 2 d'entre eux pour l'instant, Yorubian et Asian. Le plus intéressant, c'est assurément Yorubian, puisqu'on y retrouve de nombreux lieux que Gon et ses amis ont pu parcourir durant leur aventure. Par exemple, on a les États-Unis de Saerta, qui est l'un des pays les plus puissants du monde d'Hunter x Hunter, mais ça, on y reviendra dans la partie 2. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il contient l'une des plus importantes villes du continent, Yorkshire City. En effet, c'est au sein de cette dernière qu'on retrouve les différentes ventes aux enchères se déroulant du 1er au 10 septembre de chaque année. Cependant, la plus connue reste celle de Southern Peace, considérée comme la plus grande du monde et dans laquelle le jeu de Grid Island fut présenté durant l'animé. On y trouve également d'autres lieux sympas comme le Bull Market, au sein duquel
lequel on peut notamment y acheter une peluche de Yei, un personnage issu de Yu Yu Hakusho, un autre manga de Togashi. Ah non, c'est peut-être pas l'anecdote la plus utile. D'ailleurs, quand je disais que l'auteur s'inspirait énormément du monde extérieur, il fait pas ça à moitié. Déjà, rien que le nom de la ville, on a tous remarqué que c'était largement inspiré de New York City, mais ça va plus loin que ça parce que Shin, ça veut dire new en japonais. Un autre point intéressant, c'est que, vous savez, on a souvent tendance à vouloir faire la comparaison entre l'adaptation animée de 1999 et celle de 2011. Sauf qu'à mes yeux, pour la représentation de York City, la version de 99, dans le cadre de la mise en animation, a su coller parfaitement à la vision de l'auteur. En fait, ils ont utilisé de vraies photos aériennes de New York qu'ils ont après modifiées et redessinées pour construire la ville de Yorkshire, ce qui fait qu'on décèle facilement des bâtiments comme l'Empire State Building ou encore le World Trade Center. En soi, c'est un léger détail, mais je trouve que ça apporte un développement supplémentaire en plus de coller parfaitement avec le manga original. Après, j'avoue, le fait que Togashi s'inspire beaucoup de la réalité pour créer ses œuvres, c'est stylé, mais il y a des fois, je me demande si c'est juste pas par flemme. Tiens, pour finir avec Yorkshire City, on a eu l'occasion de voir plusieurs fois des morceaux de cartes de la ville, notamment au moment où Kurapika traque les déplacements de Néon Nostradé. Et bien, si vous prêtez attention à cette carte, il y a des chances pour que ça vous rappelle quelque chose, parce qu'en fait, c'est tout simplement Paris. Et c'est pareil aussi avec cette autre carte là, cette fois-ci c'est une représentation de Barcelone. Alors c'est vrai que ces petits easter eggs ils sont sympas, mais ça peut aller très vite, très loin. Si on revient sur la carte du monde d'Hunter x Hunter et qu'on prend ce continent dont on ignore le nom et que je vais de ce pas baptiser Africa en hommage à la flemme de Togashi, on voit qu'on y retrouve la République de Padokia. Bon, dit comme ça, rien d'incroyable, mais attendez de voir. Au sein de cette dernière, on y retrouve la montagne Kukuru, soit le repère de la famille Zoldyck. Sauf que si on fait la comparaison avec une vraie carte de l'Afrique, leur territoire se situe ici, ce qui fait que techniquement, Killua est algérien. Ça me fait beaucoup rire et surtout il y a plein de petits détails du même genre qui sont cachés dans le monde d'Hunter x Hunter. Par exemple, on a le pays d'Égypte Persia qui est clairement un mix entre l'Égypte et la Perse, ou encore le Japon. Alors non, c'est pas une prononciation dégueulasse de ma part, c'est juste que c'est un mix cette fois-ci entre Japan et Nippon. Et d'ailleurs, tous les gens venant de là-bas portent le nom d'une célébrité de l'histoire japonaise, c'est le cas par exemple avec Hanzo ou encore Basho. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette partie dédiée à la géographie, comme avec les îles Barossa situées au sud de Yurubian, dans lequel on retrouve l'Union de Mitten, la fameuse fédération initialement formée par 5 pays, NGL, Rocario, Asu, ainsi que le Golto Est et celui de l'Ouest. Fédération qui d'ailleurs a été pas mal modifiée suite aux événements de l'Arc des Chimères. Malheureusement, il y a aussi certains lieux qu'on n'arrive pas à placer sur la carte, comme l'île de la Baleine où Gon passa son enfance, ou bien encore Meteor City, la fameuse ville de Paria. Du coup, on pourrait s'attarder encore longtemps sur ces petits endroits dissimulés un peu partout, mais à la place, on va plutôt se rendre au-delà des frontières. Et pour ceux ayant uniquement vu l'animé, attention, il y aura des spoilers, alors pas sur l'histoire, mais simplement sur la composition du monde d'Hunter x Hunter, mais si jamais vous voulez pas savoir ça, il y a un petit timer en bas à droite pour passer cette partie. Comme l'évoque Jin à la fin de l'animé, le monde connu n'est en réalité qu'une partie d'un ensemble bien plus grand. En effet, l'océan qui entoure les 6 continents est en réalité un lac, appelé lac Mobius, situé en plein milieu du continent caché. Et vous le savez assurément, il y a très peu d'informations dessus puisque peu d'expéditions y se sont déroulées. De ce qu'on sait, pour y accéder, il faut passer par différentes frontières maritimes et surtout demander l'accès au mystérieux gardien sur lequel on sait toujours pas grand chose à part le fait qu'il choisit des guides pouvant effectuer la traversée. Cependant, l'intérêt de s'y rendre, c'est bien la présence de certains trésors inestimables. On a des herbes médicinales pouvant guérir la plupart des maladies ou encore une pierre qui, une fois immergée, produit une quantité colossale d'électricité. Le souci, c'est que chacun de ces trésors sont protégés par les fléaux, des créatures au pouvoir incommensurable. Pour vous faire une petite comparaison, les fourmis chimères sont classées au rang B de la dangerosité. Et si on prend par exemple le fléau papou, son niveau est considéré comme largement supérieur à A, et ça vous laisse imaginer la puissance du truc. Bref, le Dark Continent de son petit nom secondaire représente un potentiel infini de développement, mais au vu du déroulement de l'histoire et de la publication de l'œuvre, il y a des chances pour qu'on ne voit jamais personne y poser le pied. Passons à cette deuxième partie dans laquelle on va se focaliser sur l'organisation des différentes entités gouvernant le monde d'Hunter x Hunter. Commençons avec le V5, globalement c'est l'unité la plus importante du monde parce qu'elle est formée par les 5 pays les plus puissants. Alors beaucoup y voient une comparaison avec notre actuel G7, mais personnellement j'y vois aussi une inspiration des 5 pays ayant un droit de vote au sein de l'ONU. Ça reste un détail pas très utile. Cependant, ce qu'il faut retenir c'est les pays composant ce V5. On a donc les États-Unis de Saerta, qu'on a vu plus tôt, la Fédération d'Ochima, la République de Mimbi, le Royaume de Kukanyu et enfin l'Union Bejerose. Bref, on en retrouve donc un sur chacun des grands continents, et on aura un peu plus de trucs à dire sur V5 dans la partie spoil, mais en attendant, on va se pencher sur l'organisation des Hunters parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses à voir. L'association des Hunters est donc un organisme non gouvernemental formant les Hunters considérés comme membres élites de l'humanité s'occupant alors des missions les plus difficiles ou la traque des biens les plus précieux, voire les plus mystiques. Voilà, donc si vous voulez des informations que tout le monde sait, n'hésitez pas à me demander. Une fois qu'une personne devient Hunter, elle peut se spécialiser dans une catégorie. Alors, on va pas tous les citer parce qu'il y en a plus d'une vingtaine, mais on retrouve les Hunters
hunters archéologues, les gourmets ou encore ceux sous contrat qui sont embauchés par des entreprises pour des missions spécifiques. Ensuite on a le fameux système d'étoiles que j'avoue avoir mis du temps à comprendre durant mon visionnage alors que pourtant il est assez simple. Déjà, la remise d'étoiles à un hunter reflète sa contribution à la société dans un ou plusieurs domaines. Une étoile est décernée aux hunters qui ont accompli des exploits remarquables dans un domaine particulier, 2 étoiles pour les hunters occupant un poste officiel et ayant encadré au moins un autre hunter ayant été promu hunter à une étoile, et enfin 3 étoiles pour avoir accompli des performances remarquables dans de multiples domaines. A savoir que sur les 700 hunters que compte l'association, seulement 10 possèdent 3 étoiles, à l'instar de Parinstone ou encore Cheadle, donc autant vous dire que c'est le grade le plus compliqué à obtenir. L'association est donc un groupe puissant au sein d'Hunter x Hunter, puisque déjà sur les 100 personnes les plus riches du monde, 60 sont des hunters. Ensuite, puisqu'elle est en lien avec les plus hautes instances, et ça on le remarque bien lors d'une scène de l'arc des fourmis chimères où l'on voit notamment Netero recevoir des ordres directement du V5, qui est à ce jour la seule entité connue pouvant engager l'association tout entière. D'ailleurs, c'est la transition parfaite pour évoquer la gouvernance au sein de l'association des hunters. Au sommet, on retrouve le président, c'est celui possédant le plus d'autorité et de pouvoir au sein de l'association, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus importants du monde. Juste en dessous, on a le vice-président, soit la deuxième personne la plus importante de l'association, sauf que cette fois-ci, c'est le président qui l'élit. Ensuite, les conseillers personnels, eux aussi élus par le président, ils aident la direction sur les questions ou problématiques auxquelles le code des hunters ne répond pas. D'ailleurs, c'est depuis l'élection de Netero que le groupe s'est vu appeler les 12 Zodiacs. Après ça, on retrouve tous les organes de gestion. Par exemple, la commission d'examen qui va s'occuper de la mise en place des examens Hunter, à savoir que le président est également chef de cette commission, puisqu'il peut décider d'une méthode de sélection des nouveaux membres, mais ça on le verra lors de l'énonciation des commandements des Hunters. On a aussi la commission de contrôle qui, elle, va s'occuper d'attribuer des tâches à des Hunters spécifiques. Cependant, elle est assez différente des autres, puisque même le président de l'association ne peut remettre en question ses décisions. En effet, actuellement, on compte plus de 700 Hunters au sein de l'association, qui tous doivent respecter un ensemble de 10 lois. Alors, je vais pas toutes les citer, ça serait bien trop long, mais voici les quelques points à retenir. Les Hunters doivent savoir se battre, connaître le naine et être toujours à la recherche de quelque chose. Ils ne peuvent perdre leur licence pour quelques raisons, même si techniquement c'est déjà arrivé à l'un des antagonistes d'un des jeux d'Hunter x Hunter, mais ce dernier n'étant pas canon, on pardonnera le petit écart. L'autre point important, c'est le fait que les Hunters ne peuvent cibler les autres Hunters, et pour le reste, on l'a déjà vu durant cette vidéo. On a fait le tour pour les Hunters, mais il reste encore une organisation importante à citer, la mafia. Alors, comme son nom l'indique, c'est pas du tout une organisation gouvernementale, étant donné que leur principale activité est criminelle. Cependant, il ne faut pas minimiser son importance dans la gouvernance du monde d'Hunter x Hunter. La mafia est répartie sur les 6 continents en 10 territoires. À la tête de chacun d'entre eux, on retrouvait l'un des chefs de la communauté, ce qui fait que, réunis, tous ensemble, ils formaient les 10 parrains. Et j'emploie le passé puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont tous morts durant l'arc de Yorkshire City, si bien qu'après ça, le pouvoir mafieux a été pas mal remodelé. Cependant, ce qu'on peut évoquer, c'est leur business, puisqu'ils sont présents dans de nombreux domaines, qu'ils soient illégaux ou non. Par exemple, on peut citer la traite des êtres humains, la distribution de marchandises, la contrebande et tant d'autres. Ainsi, leurs relations et leurs pouvoirs sont plus que puissantes, il n'y a qu'à regarder avec la ville de Yorkshire City, où la mafia a payé 60% de la campagne électorale du maire. C'est pourquoi, lors de certains événements comme les ventes aux enchères, malgré l'illégalité de leur activité, ils travaillent en collaboration avec la police. Bien évidemment, il existe également d'autres groupes qui jouent un rôle majeur au sein du monde d'Hunter x Hunter, à l'image de la Brigade Fantôme ou encore de la famille Zoldyck, mais vous les connaissez plus que bien, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Bref, passons désormais en zone spoiler. Ceux ayant uniquement vu l'animé, vous connaissez la recette, il y a un petit timer en bas à droite pour sauter cette partie. Bon, ici on n'a qu'un point à évoquer, c'est le V5. Suite à l'annonce du roi de Kaking pour mener à bien une expédition au sein du continent caché avec l'aide de Beyond Netero, le monde se retrouve coincé alors dans un réel dilemme, étant donné que, pour rappel, le V5 avait interdit quiconque de s'introduire au sein de ces terres maudites. Ainsi, afin d'éviter un quelconque conflit, il fut décidé d'intégrer Kinkin au sein du groupe afin de former le V6. Bon, bien évidemment, la réalité derrière ce move, c'était de laisser à Kinkin la possibilité de faire librement son expédition, mais qu'en échange, les ressources récupérées soient partagées entre les différents pays de ce nouveau V6. On termine avec la partie qui personnellement me régale le plus. Alors il y aurait plein de choses qu'on aurait pu présenter, par exemple on aurait pu expliquer en détail le fonctionnement du naine, mais je garde ça pour une prochaine vidéo, du moins si jamais ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Cependant, histoire de terminer sur une touche de légèreté, j'ai préféré me concentrer sur 2 points, l'argent et l'alphabet. Côté moula, vous le savez sûrement, la monnaie officielle du monde d'Hunter x Hunter, c'est le Genis. Alors en soi, on n'a pas trop d'informations à son propos, mais on a une scène où Killua achète une canette de soda pour 150 Genis. Et étant donné que ce genre de boisson dans des distributeurs comme ça coûte en général 1 €, on peut estimer grâce à des calculs fortement complexes et super savants qu'un Genis est équivalent à 0,0067 €. Voilà, encore une anecdote pas très intéressante au final. Bien évidemment,
évidemment, il existe aussi d'autres monnaies, à l'instar du Pale, si je me trompe pas dans la prononciation, qu'on retrouve dans le Golto de l'Est et dont le taux de change équivaut à 500 Pale pour 1 Genis, ce qui nous donne un Pale est égal à 0,000134 €. Ah non, on s'emmerde un peu, hein. Cependant, si on veut être encore plus chiant et plus précis, on peut se référer au chapitre 69 dans le texte original en japonais, il est indiqué qu'un Genis équivaut à 0,9 yens. Si bien qu'en convertissant, on arrive à 0,0071 €, ce qui est assez proche de la donnée qu'on avait trouvée tout à l'heure. Bon, vous vous dites sûrement que je force beaucoup pour une monnaie fictive dont tout le monde se fout et que je pourrais rien dire de plus, et bien c'est là où vous vous trompez. Dans la scène où la servante des Zoldyck demande à Nanika de devenir milliardaire, on voit une pluie de billets tomber d'un dirigeable, et si on observe bien, on peut déceler au dos de ces 10 billets la forme d'une montagne qui n'est pas sans rappeler celle du mont Fuji présente sur de nombreux billets de yens. Et les similarités entre les deux monnaies ne s'arrêtent pas là. Déjà, leurs symboles sont assez identiques, mais en plus, durant l'arc de Grid Island, dans le manga, on peut voir une carte contenant un billet de 10 000 Genis qui est parfaitement identique à celui de 10 000 yens. Cependant, depuis tout à l'heure, je prononce Genis, mais on parle ici de la version française, alors que dans la version originale, la monnaie se nomme Jenny. Ouais, alors je sais, ça semble être un détail complètement inutile, mais tout va prendre son sens. Le terme yen est un dérivé du kanji japonais en. Au XVIe siècle, les japonais prononçaient le e, je, ce qui fait que n devient jen, ce qui est déjà plus proche de Jenny. Ensuite, le terme ni qu'on retrouve à la fin de Jenny signifie deux en japonais, sauf que là encore, je vous apprends rien. Mais si on additionne le tout, Jenny serait en fait yen 2, ce qui correspondrait à une version secondaire de la monnaie officielle du Japon. Bref, tout ça pour dire que dans Hunter x Hunter, on peut facilement s'attarder sur un tas de détails et aller très vite, très loin. Enfin, je vous rappelle que Killua est quand même algérien. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de l'alphabet du monde d'Hunter x Hunter, puisque même si d'apparence il semble totalement abstrait, en réalité il fonctionne sous le principe du chiffrement par substitution. Alors, ça semble être compliqué au premier abord, mais en gros ça consiste juste à remplacer un mot par un autre mot. Ainsi, chaque caractère de l'alphabet correspond à un kana japonais, ce qui fait que tous les textes que vous voyez au sein de l'œuvre ont un sens et sont déchiffrables, ce qui est juste incroyable. Et c'est ça qu'il faut retenir avec Hunter x Hunter, l'attachement aux détails. Même après plusieurs visionnages ou relectures, vous remarquerez toujours un détail nouveau, ce qui rend l'œuvre intemporelle. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous invite également à vous rendre en description pour y retrouver mon lien vous menant à Rhino Shield et à leur nouvelle collection sur Hunter x Hunter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.